Bonjour les raqueux, bienvenue pour cet épisode qui va vous présenter le neutron. Le neutron de chez qui? De chez Behringer. Et oui, après quelques recherches, j'ai fini par trouver un enregistrement où Uli Behringer, né à Baden, en Suisse, prononce son nom pour présenter sa société. Et il prononce Behringer. Bien que ces sociétés soient pour la majorité anglaises, bien que la majorité des gens le prononcent à l'anglaise, eh bien nous allons faire comme pour Monsieur Mogg, nous allons respecter la parole du premier intéressé, et donc l'appeler Behringer. Donc ici nous avons le neutron. Alors on pourrait aussi chipoter le neutron, là on va le prononcer à la française, puisque ça existe aussi, c'est un neutron. D'ailleurs qui est symbolisé par un atome dans sa représentation à l'ancienne, mais enfin c'est joli, moi j'aime bien. Certains n'aiment pas ce rouge et ce noir. Je ne sais pas quoi leur dire. Moi aussi, au départ, je trouvais que ça faisait un peu jouet, comparativement à tout le noir qu'on a l'habitude de voir pour des synthés de type Moog, etc. Et puis en fait, avec le temps, je me suis habitué à ce rouge, et je trouve même un caractère bien particulier, quelque chose qui a à voir justement avec le danger de la radioactivité, avec un côté un peu Ferrari aussi, pourquoi pas. Et ça lui va très bien, car il a le son qu'il faut pour soutenir le rouge. Si vous achetez une Fiat Panda et que vous la prenez rouge, il faut être gonflé. Si vous achetez une Ferrari, en rouge ça passe. Le neutron porte bien ses couleurs. Donc, c'est lui que vous entendez pour l'instant, mais je vais le remettre à zéro pour vous commencer la présentation. Donc on se retrouve dans quelques instants. Le neutron que vous avez sous les yeux est une drôle de bête. C'est une bête assez sophistiquée, assez complexe, et franchement, c'est un synthétiseur extrêmement étonnant, à plus d'un titre. D'abord, c'est vrai son allure, que certains trouveront des fois peut-être un peu voyante, à la fois par le fait qu'il est compatible Eurorack, tout comme le modèle D, les vis qui sont ici se défont et il peut s'encastrer dans un Eurorack. Un câble d'alimentation d'Eurorack est fourni avec, donc tout est clean. Nous avons un boîtier avec des bords en bois, enfin en plastique comme le modèle D, mais une construction qui sent un peu plus la bonne fabrication. C'est étonnant parce qu'ils sont exactement au même prix tous les deux, que technologiquement j'ai l'impression que le neutron est plus sophistiqué que le modèle D, et les boutons du modèle D par exemple ont un petit peu ce côté plastoc, quand on appuie dessus, on voit que c'est des interrupteurs un peu cheap et tout, alors que le neutron que vous avez là sous les yeux est une machine qui fait vraiment solide, déterminée, peut-être pas du niveau d'un Mother 32, mais quasiment en tout cas, avec des boutons de bonne fabrication qui tremblent pas, qui tiennent bien, beaucoup de LED qui indiquent les états, quelque chose de vraiment très sympa et très sérieux, qui peut se connecter en MIDI, qui peut se connecter en USB, ce qui est pratique puisqu'il y a des mises à jour, notamment une récente, pour changer 2-3 choses dans le firmware, car bien que ce soit un synthétiseur analogique, il existe 2 ou 3 parties numériques qui permettent de gérer notamment le tableau d'affichage, les LED, etc., etc. Donc le neutron, qu'est-ce que c'est? C'est un synthétiseur à 2 oscillateurs, dont le filtre a été créé par un ingénieur de la société Midas, qui appartient aussi au groupe Behringer, en Angleterre. Un filtre avec un caractère vraiment bien à lui. 2 oscillateurs assez classiques, mais bien fichus, on va le voir. 2 enveloppes, une pour l'amplificateur et l'autre pour le VCF. Et puis, un LFO de très bonne qualité, qui est la partie numérique de l'appareil pour lui garantir une fiabilité, puis surtout de pouvoir monter dans la range audio, ce qui est très intéressant pour un LFO. Et puis de façon assez surprenante, nous avons un écho très sympa, un overdrive avec un réglage de tonalité, et puis nous avons bien évidemment un ensemble de petites choses qu'on va détailler ensemble, et un patch de 8 sur 7, donc 56 patchs, dont
4 x 32 sont des entrées, et le reste sont des sorties, c'est-à-dire 3 x 8, 24. La première partie que l'on trouve ici, sur ce neutron, c'est la partie des oscillateurs. Donc les oscillateurs, nous en avons deux identiques. Ils ont chacun un sélecteur d'octave, de nombre de pieds bien évidemment, héritage de l'orgue classique. Vous voyez, ils bougent indépendamment, avec trois principales positions, 32 pieds, 16 pieds et 8 pieds, plus une quatrième position, comme vous allez le voir, où les trois boutons sont allumés, et où en fait nous sommes avec un oscillateur qui se met à accepter une range de plus ou moins 10 octaves, c'est-à-dire une range de 20 octaves, ce qui est énorme, et qui rend la possibilité d'attaquer des fréquences très très basses, très très hautes, voire même au-delà du spectre sonore, principalement pour créer des percussions, pour créer des bruits ou des choses de ce genre-là. Donc on l'utilise principalement, bien sûr, dans l'une des trois premières positions. Cet oscillateur a son petit frère qui est juste à côté. Chacun possède un bouton de pitch. Donc ici on a un pitch séparé pour les deux. Lorsqu'il se met en route, il y a une phase de détection pour essayer de se pitcher correctement. Donc c'est pas mal. Ce qui n'évite pas, bien sûr, synthétiseur analogique oblige, d'être obligé de vérifier avec un tuner de temps en temps ce qui se passe. Et puis, vous voyez sur le côté, pour chacun de ces oscillateurs, un choix qui est celui des formes d'onde. Des formes d'onde, nous en avons 7, plus un bouton pour modifier la largeur des pulsations. Et ça, c'est très intéressant parce que ce bouton agit principalement dans les deux dernières positions. Et la toute dernière, vous allez voir, est une forme d'onde bien spéciale et bien riche. Les modes sont tout à fait habituels, comme la synchronisation, qui permet de synchroniser l'un sur l'autre et d'avoir ces sons de synchro très typiques. Mais le neutron possède quelque chose de plus. Il possède un bouton paraphonique qui permet de jouer deux notes à la fois. Alors, paraphonique, pas polyphonique. La nuance, elle est où? La nuance, elle est que dans un synthétiseur polyphonique, il y a une voix complète dédiée à chaque note qui est jouée. Donc, un ADSR, un filtre, etc. Alors que dans un synthétiseur de type paraphonique, il est possible de contrôler une deuxième note, mais ça ne redéclenche pas forcément le mécanisme des VCF, etc., qui reste partagé par l'ensemble de la machine. On verra ça tout à l'heure. À côté de cette partie-là, on retrouve ici la partie du filtre. Donc un filtre aussi à trois positions, passe haut, passe bas, passe bande, une synchronisation clavier, une résonance bien sûr, deux boutons de modulation qui permettent directement, puisque c'est un synthétiseur de type semi-modulaire, donc c'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'en servir sans avoir à patcher quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais normalisé, c'est-à-dire que certains chemins sont normalisés, c'est-à-dire qu'ils sont comme si certains câbles étaient déjà tendus, quel que soit l'état du patch, et surtout quand il n'y a rien de branché dessus justement. Par exemple, la modulation depth, donc la profondeur de modulation, par défaut, est branchée sur le LFO. De même que l'enveloppe depth, ici, est branchée par défaut sur l'enveloppe numéro 2, qui est celle donc dédiée par défaut au contrôle du VCF. Enfin, nous voyons ici un générateur de bruit, dont on peut tout simplement changer le volume, un VCA bias. À quoi ça sert? Même Nick Bat, si vous connaissez, qui fait beaucoup de présentations de synthétiseurs, ne savait pas trop à quoi ça pouvait servir et il trouvait ça inutile. En fait non, ça ne l'est pas. Ça vous permet, comme sur certains synthétiseurs Roland, de monter le niveau, en fait, par défaut, le niveau minimum du VCA,
et donc de pouvoir générer des sons sans avoir besoin d'utiliser de trigger, etc. Donc on peut avoir un son qui va être continu et s'en servir pour générer des bruits, pour faire des choses assez complexes et pouvoir utiliser les deux enveloppes de façon différente. C'est au contraire quelque chose de très intéressant, et même dans certains sons, ça peut l'être, pour laisser une espèce de fond, comme une espèce de réverb ou d'écho qui peut subsister. Donc quelque chose de très intéressant, d'assez rare, un peu curieux. Bien évidemment ici, le LFO numérique, donc à plusieurs formes d'ondes. Ces formes d'ondes sont la sinusoïde, le triangle, la dent de scie, le carré et la dent de scie inversée, qu'on appelle dent de requin, l'une ou l'autre. Bien évidemment, un bouton pour pouvoir choisir la vitesse et un bouton de keysync qui permet de synchroniser le démarrage du LFO sur l'enclenchement d'une note MIDI, ce qui peut être très intéressant, par exemple pour créer éventuellement même et remplacer un générateur d'enveloppe, ou synchroniser des effets bien sûr. Ici, nous trouvons la partie delay, donc avec un mixeur, le nombre de répétitions et le temps entre chaque répétition. Une section overdrive, dont le bouton level doit toujours être légèrement monté, sinon on n'a pas de son sur le level principal. Avec un bouton qui permet de modifier le ton, c'est-à-dire ça agit comme un peu une sorte de filtre sur le son qui est produit en sortie par le neutron. Et puis ce bouton ici, qui est le drive, qui va permettre, comme son nom l'indique, de gonfler le son, lui donner un son assez agressif ou plus gras, etc. On retrouve les deux enveloppes, par défaut donc normalisées, l'une sur l'amplificateur sur le VCA et l'autre sur le VCF. Et ces enveloppes sont de type ADSR tout à fait classique, donc à la différence du modèle D, on a bien un attack, decay, sustain, release, dans leur signification absolument habituelle. On a une partie ici un petit peu différente, donc avec une sortie réglable avec un volume réglable, l'entrée MIDI, là il est commandé en USB, donc c'est en dessous que ça se passe, un module sample and hold, très intéressant, donc avec une vitesse, et petit cerise sur le gâteau, un système de gestion de la pente, du glide, qui permet d'adoucir la transition entre les différentes valeurs, les différents volts générés par le sample and hold. En dessous, nous retrouvons un slew rate limiter qui fait à peu près le même rôle d'ailleurs que le glide qui est dédié au sample and hold, c'est-à-dire que vous lui donnez une valeur d'entrée qui change, bien évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et au lieu que la valeur change en sortie de la même façon, vous pouvez adoucir la pente, adoucir la façon, gérer la courbe de transition entre une valeur et l'autre, ce qui est vraiment très bien. Et puis vous retrouvez deux atténuateurs. Donc des atténuateurs, ça sert tout simplement à doser ce qu'on met en entrée pour le brancher sur une sortie. Ça permet de vraiment pouvoir travailler de façon assez finement un son. C'est quelque chose qu'on retrouve plutôt sur des vrais synthétiseurs modulaires, assez rarement sur un synthétiseur de ce genre-là. Alors on en a sur le Mother 32, on en a un qui est général. On n'a pas de slew rate limiter par exemple, mais on a un atténuateur. Et sur ces deux atténuateurs, il faut connaître la petite ruse. Celui-ci, le second, est normalisé sur le LFO pour moduler les deux gestionnaires de largeur d'impulsion des VCO. Après, nous avons toute la liste, bien sûr, des entrées et des sorties qu'on peut avoir pour les patchs, bien séparés en groupe d'entrée et groupe de sortie, ce qui est assez clair et assez bien fait. Et tout est regroupé sur le côté. Alors je sais, j'en ai fait partie et je continue peut-être à en faire partie de ceux qui préfèrent quand les jacks sont directement à côté de la fonction qu'ils représentent. Mais il est vrai, l'argument principal est que dès qu'on commence à patcher un peu beaucoup, on a une forêt de câbles et les boutons deviennent très mal manipulables. Or, ces synthés-là sont aussi bien faits pour le studio que pour la gestion de performance en public. Et il est clair que dans la semi-nuit d'une boîte de nuit, manipuler des boutons dans une jungle de câbles, c'est pas très simple. Donc du coup, avoir tous les patchs d'un côté et avoir tous les boutons facilement accessibles,
c'est un plus. Donc voilà pour les présentations générales, nous allons passer à la présentation des VCO. Donc nous voici pour étudier les VCO du neutron. Les VCO du neutron, vous l'avez remarqué, comme je le disais tout à l'heure, possèdent pas mal de formes d'ondes de départ. Ces formes d'ondes disposent d'un bouton de réglage qui permet, comme vous le voyez à l'instant, de choisir une forme d'onde. Il existe un réglage différencié pour les deux oscillateurs et qui reste en mémoire, mais qu'on peut changer à n'importe quel moment, qui permet de choisir entre ce mode, vous voyez, discontinu, pour choisir une forme d'onde plus qu'une autre, et j'ai réglé le deuxième oscillateur, enfin VCO1 d'une autre façon, de pouvoir passer de façon continue, donc je vais essayer de ne pas gêner avec mon doigt, vous voyez, d'une forme à une autre. Il est possible par les patchs de moduler bien évidemment ce paramètre, non pas le choix de passer de l'un à l'autre doucement par du morphing ou brutalement, parce que ça c'est un choix qui se règle directement sur le synthé quand on le désire, mais le changement de forme d'onde est une propriété shape que l'on doit retrouver ici, shape 1, shape 2, qui permet de dire quelle est la forme d'onde. Donc selon comme on a programmé justement son VCO, le passage sera brutal ou sera un morphing. Donc si vous le contrôlez avec une forme d'onde de type sinusoïde ou triangle et que vous l'avez mis en mode morphing, vous aurez un morphing lent et plus ou moins rapide bien sûr, ça dépend de votre LFO, d'une forme à une autre. Sachant que ce n'est pas forcément un LFO qui peut contrôler ça, mais que vous pouvez demander à ce que ça soit contrôlé avec une enveloppe ou avec n'importe quel modulateur externe, puisque rappelons-le, un synthé semi-modulaire est un synthé qui se marie dans un système Eurorack, qui peut être fait de modules Eurorack ou d'autres synthétiseurs de type neutron, modèle D, Mother 32, etc. Alors, en 32 pouces, en 32 pieds, pour l'instant, voici comment ça sonne. Je vais passer sur le 2, puisque pour l'instant ils sont réglés de la même façon, parce que le 2 a un changement radical de forme d'onde. Donc pour vous faire voir les formes d'onde, ça sera plus simple. À l'écran, vous pouvez remarquer que j'utilise la même stratégie que pour le modèle D, c'est-à-dire que j'utilise VC VST, qui est une version gratuite et spéciale de VC VRAC, qui est donc un synthétiseur modulaire dont j'ai largement parlé sur cette chaîne. L'avantage de VC VST, c'est qu'il est déjà intégré dans un VST. Il n'y a pas besoin d'avoir le bridge, de lancer VC VRAC d'un côté, le bridge de l'autre, comme un effet, enfin bon, bref, c'est compliqué. C'est ce qui aurait dû être fait dès le départ, mais que le concepteur de VC VRAC n'a pas souhaité faire pour des tas de raisons de licence à la noix. VC VST, lui, fonctionne comme ça de base, et il est compilé avec les dernières versions, donc on a quasiment tous les composants, tous les contrôles, et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de vampiriser par exemple le scope. Il n'y a pas de scope par défaut dans Ableton Live. On a des analyseurs de spectre, mais on n'a pas d'oscilloscope. Et là donc, on retrouve l'oscilloscope de VC VRAC, en fait, celui que vous pouvez avoir. Donc ça me permet de vous faire voir la forme d'onde que je vais jouer. Donc on va commencer par l'oscillateur 2 en 32 pieds, dans sa forme d'onde la plus basique, qui est la sinusoïde. Ici, une belle sinusoïde bien pure. Rien d'exceptionnel. Comme vous pouvez le constater à l'écran, vous voyez qu'on a une fondamentale extrêmement marquée, une légère harmonique qui traîne derrière, je ne sais pas d'où elle vient, enfin elle ne s'entend pas parce que la fondamentale est particulièrement marquée. On va passer au signal triangulaire. Comme vous pouvez le constater, nous avons un joli signal triangulaire analogique, c'est-à-dire que c'est pas parfait, c'est pas tiré au cordeau, les composants électroniques mettent du temps pour réagir, c'est ce qui donne sa chaleur au synthé analogique, avec un contenu harmonique qui est bien net,
Et avec une fondamentale qui est vraiment là aussi très marquée. Je crois que c'est une des caractéristiques de synthé, c'est que la fondamentale, dans toutes les formes d'ondes, est très nette. On va passer à la forme d'onde Nancy. Vous voyez la richesse de la fondamentale qui est très haute et la richesse des harmoniques, bien sûr, qui se trouve derrière. Le signal carré. Alors attention au réglage ici. Donc, avec un point qui revient à 0. Donc, ce qui permet, en le modulant, de pouvoir donner des effets rythmiques très intéressants. Et plus on tourne, plus on vient vers une impulsion courte. Alors là aussi, c'est pas du carré au cordeau, c'est un beau carré analogique avec des petites pentes, puisque rien n'est instantané, hein, bien sûr. Et enfin, la dernière forme d'onde, cette forme un peu particulière, vous allez voir très riche là en harmonique de tout genre, qui est une matière très riche puisqu'on est dans de la synthèse soustractive, et comme je disais pour le modèle D, plus les oscillateurs sont riches, plus on a de matière, plus on a de glaise à sculpter, à enlever, et plus on peut obtenir un son bien sûr d'une certaine richesse. Donc vous voyez ici le dessin de cette onde qui est très complexe. Vous voyez son contenu harmonique et vous notez là encore que la fondamentale est extrêmement marquée. Le bouton de largeur va radicalement changer la... On arrive presque à un signal carré avec une pente intéressante. Regardez comment il se déforme. Très intéressant comment il se déforme. Et regardez les harmoniques changer en même temps que la forme du signal change. Et bien évidemment, c'est modulable. Donc là, c'est très sympa. Alors, je vous ai fait ça avec l'oscillateur 2 parce que je l'avais réglé de telle façon à ce que les changements de forme d'onde se fassent de façon franche. Ce qui est bien plus pratique pour vous les faire voir à l'écran. Alors je dis par là parce que mon écran est de ce côté-là. Hein. Le neutron est là, la caméra est par là, le micro est par ici, le micro de bureau est posé ici au-dessus du clavier. Enfin bref, c'est un petit peu spécial comme organisation. Je cherche un peu comment faire pour que ça soit le plus simple possible, mais ça ne l'est pas tellement. Et l'écran de ce côté-là. Donc je suis obligé de loucher par là pour voir ce qui se passe. Quant au neutron qui est ici, je vais maintenant passer sur l'oscillateur 1. Pourquoi? Parce que celui-ci, je l'ai réglé, regardez bien, pour que la transition entre les différentes formes d'onde soit douce. Pourvu qu'elle soit douce, bien sûr, tout le monde connaît. Intérêt, je suis sur la sinusoïde, je vais passer à la triangulaire, mais on va voir qu'on va passer par des intermédiaires intéressants. Alors entre sinus et triangle, ça fait, on voit juste que ça devient de plus en plus triangulaire, vous voyez, par contre, entre triangulaire et Nancy, déjà on voit une déformation, regardez la forme d'onde, regardez les harmoniques. Mais on a toujours une fondamentale très forte. Et là, entre la Nancy et le carré, regardez ce signal qui devient carré, qui devient une Nancy, mais qui se dédouble. Et le contenu harmonique, bien sûr, qui change radicalement. Et quand on va vers cette dernière forme d'onde très spéciale, sachant que cette forme d'onde elle-même peut changer, ça nous fait une possibilité de plus,
de pouvoir moduler, de pouvoir faire changer, en fait comme si on changeait une table d'onde un peu. Donc on a un peu quelque chose qui ressemble à certains synthétiseurs à table d'onde dans lesquels on peut voyager, puisque tous ces réglages vont être automatisables, c'est-à-dire modulables, soit directement, soit via la patch bay. Quand on a traité des VCO, à part écouter 32, on va revenir sur une forme comme le triangle par exemple, 8 et 16, et puis le fameux mode alors, l'accordage automatique qu'il y a au départ concerne les 3 ensembles de jeux habituels, c'est-à-dire le 8, le 16 et le 32 pieds, et ne concerne pas le 4e mode parce qu'il est un peu louche. Il est très très écarté. On peut régler, retuner à la main si on veut, mais le but de ce 4e mode n'est pas forcément de jouer. Si on a besoin de jouer, on a les autres. C'est, comme je vous le disais, plutôt pour tweaker. Donc par exemple là, on est passé, je suis pas encore au bout, on est passé largement dans les ultrasons. Le scope est limite à 20 kHz. Normalement, hop, c'est fini. Non pas qu'il n'y a plus rien qui sort du neutron, mais parce que ce qui sort est au-delà. Mais par contre, si vous faites de la FM, si vous en servez pour moduler un autre VCO, ça peut être sympa d'aller dans des fréquences qui sont au-delà de l'audible, puisque ce qui intéresse, c'est éventuellement les battements qui vont résulter, et on peut avoir des battements très bas à partir de 2 fréquences extrêmement hautes. Vous voyez le spectre, hein. Là, on va descendre dans les basses, les ultra basses. Oui, on continue, on descend bien en deçà de ce qui est audible, ce qui veut dire qu'on peut s'en servir comme d'un LFO extrêmement lent. Il faut vraiment des doigts de fée. Hein. Ça va au-dessus, mais enfin, on est quasiment juste. Donc voici pour cette partie sur le VCO. On va s'attaquer maintenant, allez, au filtre, parce que c'est ce qu'il y a de plus important à part les VCO. Alors quand on parle d'un synthétiseur qui fonctionne avec un principe de synthèse soustractive, bien évidemment qu'après les VCO, le plus important, c'est le filtre. Ici, nous avons un filtre de type dipôle qui a 3 modes de fonctionnement. Donc le mode passe-bas habituel, enfin fréquent, le mode passe-haut tout aussi classique, un petit peu moins utilisé des fois, et puis le passe-bande. 3 modes quand même relativement fréquents qu'on retrouve sur beaucoup de synthétiseurs, mais en tout cas, ce filtre est donc à 3 modes de fonctionnement, ce qui est quand même un plus non négligeable. Le bouton de réglage de la fréquence, de la résonance, le keyboard tracking, 2 boutons de modulation dont j'ai parlé tout à l'heure, l'un qui est normalisé sur le LFO et l'autre qui est normalisé sur l'ADSR numéro 2. Donc, prenons un son simple, pur, mais suffisamment riche en harmonique pour voir comment on peut se lutter, parce que si je pars d'une sinusoïde, on ne verra pas l'effet du filtre. Donc on va prendre une dent de scie. Vous voyez cette belle dent de scie avec ses harmoniques. Fermons le filtre. On voit bien l'effet, il subsiste un tout petit peu, et une toute petite pointe de la fondamentale. On ouvre. Donc un filtre assez joli. Si on le teste sur un signal carré par exemple. Assez sympathique sur des notes plus basses.
un peu de résonance. On la sent bien tout de suite, hein. Même sur le contenu harmonique. Regardez, je pousse la résonance. On la voit. On va ouvrir le filtre à fond. Sur le scope, vous voyez toutes les harmoniques qui sont rajoutées. Elles ne sont pas forcément dans le spectre audio, mais elles sont là. Et maintenant, je vais descendre le filtre. Comme vous pouvez le constater sur le dessin de l'analyse harmonique du spectre, hop, la courbe elle monte. Alors, sur une note basse, comme vous le voyez, l'effet est assez saisissant, le filtre est vraiment de très bonne qualité, et notamment avec les basses, mais c'est pas un synthétiseur uniquement de basse, hein, je vous rassure, et on n'a pas mis de drive, on n'a pas mis l'écho, rien du tout, donc on a vraiment un son vraiment très chouette. Regardons le filtre passe haut, plus... On voit bien comment le contenu harmonique disparaît. Là, c'est la fondamentale, on coupe par l'autre côté, avec une résonance, bien sûr. Et puis un mode passe-bande. Avec de la résonance. Donc, un très bon filtre, très versatile, le tracking du keyboard, vous avez compris, et la modulation grâce au LFO. Ce qui fait qu'on va pouvoir aborder le LFO. Après avoir vu les VCO, qui sont très importants, après avoir vu le filtre qui donne toute sa couleur à un synthétiseur de type soustractif, regardons un peu le LFO qui est ici. Ce LFO, comme vous le constatez, possède plusieurs formes d'ondes, de la forme sinusoïdale à une dent de scie inversée, en passant par le triangle et le carré, bien évidemment. Ce rotateur, comme celui des formes d'ondes des VCO, est un rotateur qui peut être piloté de telle façon à ce que le changement d'une forme vers une autre soit doux ou soit plus brutal. Dans le cadre de cet exercice ici, je l'ai réglé de telle façon à ce que le changement d'une forme à une autre soit doux, donc je vais essayer que mon doigt gêne le moins possible pour que vous voyez les lumières passer de l'une à l'autre dans un système de morphing, exactement comme pour les formes d'ondes des VCO. Donc une des façons les plus faciles de tester un LFO consiste, bien évidemment, puisqu'il est normalisé ici sur le filtre, ça va être d'appliquer tout simplement les formes d'ondes sur le filtre. Prenons une note, fermons le filtre, ouvrons la profondeur de modulation, et on entend clairement l'effet du filtre si on augmente la vitesse. Prenons maintenant la forme triangulaire. Les montées et les descentes sont plus franches.
le signal carré et la dent de scie inversée. Alors comme je vous le disais, ce module est digital. Il est digital parce que ça lui permet d'avoir une range très élevée tout en restant précis. Et l'un des effets qu'on peut avoir, bien sûr, c'est d'envoyer un signal, par exemple carré, à très haute fréquence dans le filtre. Ici, je vais fermer encore un peu plus. Le LFO a une autre caractéristique, c'est celle de pouvoir fonctionner en key-sync. Regardez bien la différence. Ici, nous sommes en free run, c'est-à-dire que le LFO tourne tout seul dans son coin. Je vais mettre un peu de modulation, avec un signal triangulaire. Et vous voyez, quand je joue, des fois ma note tombe avec un peu de chance sur le début, des fois sur le milieu du cycle. Alors ça peut être très intéressant, free run. Une sorte d'arpège. Ça met en valeur certaines notes et pas d'autres, ce qui peut créer un effet rythmique très intéressant. Mais imaginons que je veuille être sûr, par exemple, avec une forme de ce genre-là. Mais là, j'ai des notes, ça tombe bien dessus, des notes, ça tombe pas dessus. Imaginons que je veuille être sûr de l'effet, on va le forcer un peu. Eh bien, le key-sync va faire en sorte que la modulation, le cycle du LFO, démarre exactement à chaque note MIDI. Donc là, éventuellement, on n'entend pas la suite. Si je laisse appuyer, là, on l'entend. Donc, et voilà comment le key-sync peut éventuellement remplacer un ADSR sur le filtre, ou sur n'importe quelle autre partie, bien évidemment, en étant synchronisé sur le MIDI exactement comme l'est en fait un ADSR. Très très intéressant. Donc. Après ce filtre sur le LFO, ce LFO sur le filtre, pardon, plutôt, il y a une autre astuce à connaître, c'est que l'atténuateur numéro 2 est normalisé sur le LFO et sur les deux largeurs d'impulsion des deux oscillateurs. Donc on va reprendre un son plus pur, plus orgue, on va dire, avec une forme d'onde carrée par exemple. Voilà. Vous vous rappelez que si je change ici la largeur d'onde, la largeur d'impulsion, comme vous le constatez toujours sur l'oscilloscope, et bien ce qu'il faut savoir, c'est que cette largeur d'impulsion est modulable ici, sans rien avoir à patcher. Alors on entend bien l'effet du full zéro, c'est-à-dire que la modulation de la largeur d'impulsion passe aussi par le moment où l'impulsion est annulée. On peut régler la profondeur, bien sûr. C'est du plus bel effet sur les basses en général, ça dédouble un peu le son, ça donne une épaisseur très très agréable. Donc en dehors de cet effet-là, le LFO peut bien sûr servir à moduler les oscillateurs, plutôt via la patch bay d'ailleurs que directement. Alors on pourrait me dire l'oscillateur numéro 1, l'atténuateur numéro 1 pourrait être attaqué sans
aurait été une bonne idée de mettre la normalisation de ça, peut-être dans une mise à jour du firmware, ou peut-être dans d'autres versions du Neutron, parce que ça touche trop l'architecture. Ça aurait été une bonne idée, mais c'est pas le cas. Donc dans ce cas-là, il faut patcher. Alors je vais vous épargner le patch pour l'instant, puisqu'on va continuer notre découverte, et voir en fait que ici nous avons un morphing qui est intéressant. Donc on va reprendre une fermeture, le filtre. Je suis là, mais je peux avoir toutes les positions intermédiaires. Vous entendez ce pac. Pac. De la même façon, avec un signal carré, et dans l'autre sens, signal carré plus dans le si inversé. Alors que normalement la bande si est comme ça, et le signal carré est plus direct. Mais toujours ces artefacts intéressants qui apparaissent dès qu'on monte dans l'audio range. Donc un LFO plutôt bien fichu, un système de normalisation semi-modulaire plutôt bien fichu, et des systèmes de modulation des largeurs d'impulsion qui fonctionnent donc bien sûr sur l'onde carrée, et aussi sur cette forme d'onde là un peu spéciale. Fonctionne un petit peu comme une table d'onde. Parmi les modulations, même si ce n'en est pas, on a bien sûr les enveloppes, mais vous avez compris depuis le début comment elles fonctionnent, les enveloppes, on ne va pas trop s'y attarder. Je vais enlever la modulation ici, fermer le filtre. Alors d'abord celle voilà tout ça. Peut être très snappy. Donc là on est l'enveloppe du VCA, qu'on peut réaffecter par la patch B bien sûr, mais par défaut. Et puis l'enveloppe du filtre, donc on va fermer le filtre. Il n'y a plus grand chose. Très snappy aussi. Si on y ajoute, puisque nous sommes dans les modulations, le fameux drive, avec son bouton de tonalité, on voit tout de suite la différence. Et puis, même si c'est pas vraiment une modulation, elle intervient dans le cycle du son et peut devenir une modulation, puisque patch B oblige, elle est aussi patchable dans ses paramètres
comme le temps, la répétition, etc., c'est la chambre d'écho. On va essayer un son plus court, ça sera plus net. Le nombre de répétitions, feedback en fait. Donc vous avez compris le principe. Je crois que on peut dire que ce synthétiseur est relativement complet. Il nous reste une petite chose à voir, car pour aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les patchs possibles et réalisables, bien évidemment, puisque tout l'intérêt c'est l'infini des possibilités dans un tel synthétiseur. Mais par contre, je vais vous faire voir une petite chose qui est le Sample on Hold. Sample on Hold n'est pas patché par défaut, il n'y a pas de normalisation. Par contre, on retrouve sa sortie dans les out, et dans les out, Sample on Hold. Je pourrais l'appliquer le plus simplement sur l'oscillateur 2, de telle façon à ce que vous voyez l'effet que ça fait. Alors, voici une belle illustration de quoi peut servir le VCA Bias. C'est qu'ici, j'ai pas envie de m'enquiquiner à lancer une séquence ou à jouer des notes. Je vais ouvrir le Bias. Et voici le Sample on Hold. Le glide. On peut l'appliquer bien évidemment à l'oscillateur 1, l'oscillateur 2 et à n'importe quelle des entrées qui sont ici. Au filtre, bien évidemment, pour avoir un effet très classique. On pourrait aussi l'envoyer dans une modification qui passerait par des atténuateurs ou un slew rate emitter, mais le slew rate emitter que vous avez ici, en fait, n'est que la reprise de ce mode glide qui est dédié au Sample on Hold, mais disponible uniquement par la patch bay pour appliquer ce type de traitement, donc appliquer une pente plus douce de changement entre deux valeurs, indépendamment du Sample on Hold. Les deux atténuateurs, dont l'un est déjà patché, mais si vous le patchez, vous réassignez tout simplement sa destination. Ne pas oublier aussi que nous avons une sortie assign, elle est configurable totalement, et vous pouvez décider que sur cette sortie apparaîtra par exemple le signal de vélocité MIDI, très intéressant si vous voulez vous en servir pour faire des variations qui répondent à la vélocité, et par exemple aussi le pitch wheel, ou la modulation wheel, je pense plutôt, de telle façon à pouvoir appliquer des modifications via des atténuateurs, via des slow rate limiters, etc., à n'importe quel paramètre du synthétiseur. Donc bien entendu, on a quelque chose d'extrêmement sophistiqué, d'extrêmement complexe, plus d'autres fonctions vraiment rares sur un appareil, surtout de ce prix-là, puisque vous retrouvez ici un système de somme, donc qui permet d'additionner deux signaux
pour en fabriquer un troisième. Par exemple, mélanger le LFO avec une enveloppe pour moduler un filtre. Vous avez les systèmes qui vous permettent donc le SUM 1, SUM B, le SUM 2A et le SUM 2B, donc deux sommateurs. Vous avez les deux atténuateurs, bien évidemment, et vous avez aussi un multi qui se décline en deux sorties, donc qui vous permettent d'éclater un signal vers autre chose. Et bien évidemment, on retrouve les gates, etc. Ça, c'est beaucoup plus classique, et vous connaissez déjà. Donc, un synthétiseur extrêmement modulaire, qui a un son super, un synthétiseur qui se comporte vraiment des fois à la limite du vrai modulaire, puisqu'on peut vraiment, comme le patch d'introduction que je vous ai fait voir dans la vidéo, revenez au début de la vidéo et regardez le patch, où il y avait déjà pas mal de choses de branchées, il fonctionnait tout seul. On voyait le DarkTime Dopfer à côté, mais le séquenceur n'envoyait rien du tout et n'était pas connecté au neutron. C'est donc lui-même qui générait l'intégralité du son et des variations qu'on entendait dedans. Donc on peut l'utiliser de cette façon-là, comme un modulaire presque, et c'est vraiment un très bel atout pour ce synthétiseur-là. Le neutron est un synthétiseur extrêmement versatile, vraiment très sympathique à utiliser. Des gros sons, des sons qui montent très bien dans les aigus, des sons qui sont très clairs, des sons qui sont aussi très gras, très beaux dans les basses. On a vraiment un synthétiseur avec une très grande liberté grâce à la patch bay qui est quand même assez énorme de 56 points. Vraiment, c'est une réussite. La qualité du neutron comparativement même au modèle D de chez Behringer est vraiment, vraiment supérieure, je trouve. On a vraiment une magnifique machine pour un prix totalement dérisoire. Hein, 3 fois moins maintenant, ou 4 fois moins que n'importe quel smartphone à la noix, qui sera démodé dans 15 jours. Donc faites-vous plaisir, gardez votre smartphone 6 mois de plus, et offrez-vous un neutron, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner, et vous verrez que vous ne serez pas déçus du tout. Je vous remercie d'avoir écouté cette longue review, parce que c'est une review dans laquelle il n'y a pas tellement de sons pour présenter tout ça, mais difficile de faire autrement. Et peut-être à une autre vidéo sur le neutron, mais cette fois-ci avec beaucoup moins d'explications et beaucoup plus de patchs et de sons. Je vous remercie de votre attention, à bientôt les raqueux, et à la revoyure, comme dirait Astronoweek, une chaîne que je vous recommande. Ciao.